des lesbiennes. C'est des gens qui disent, écoutez, voilà l'ordre que la société a établi en termes de sexualité, ils revendiqueraient, entre guillemets, une sorte de droit à la différence. Donc leur marginalité ne vient pas de la société, mais elle vient d'eux-mêmes. Quand maintenant ça vient de la société, on le verra un peu plus tard, ça prendra peut-être la figure de la folie, ça prendra peut-être la figure du clochard, etc. À l'état actuel, les différentes attitudes face aux normes, c'est le conformisme, c'est la déviance, vous parliez tout à l'heure, et la marginalité. Pour faire une illustration très parfaite et très pratique des différentes attitudes face aux normes, c'est d'abord le conformisme. Nous avons dit se le conformer aux lois. Nous avons déjà dit que c'est celui qui se soumet, obéit, parce que dans conformisme, il y a le verbe se conformer. Donc on va dire que c'est une attitude de respect. C'est quelqu'un qui a intériorisé le code de devoir qui est hérité de la société et il l'intériorise de façon passive. C'est par exemple quelqu'un qui s'appelle Henri Bergson, philosophe français, mais qui dit que celui-là, au fond, il est un tenant de la morale, mais il est un tenant de la morale close. Pourquoi morale close? Parce qu'encore une fois, il s'enferme dans ce que la société a élaboré en termes de devoirs et par conséquent, il se les approprie, les assimile et s'y soumet de façon entière. Maintenant, à côté du conformisme, et nous avons dit que c'est l'attitude la plus souhaitable majoritairement. Pourquoi? Parce que c'est le degré de conformité qui commande la stabilité de la société. En dehors de ça, nous avons dit quoi? La déviance. La déviance, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en l'illustrant avec l'anthropologue américain Ralph Linton, la déviance, comme son nom l'indique, elle se traduit par une attitude non pas de respect, d'irrespect, on va dire par une attitude de transgression. Oui, ça veut dire de violation et de remise en question de la norme sociale. Mais nous avons distingué, si tu t'en souviens, deux formes de déviance, en mettant mille guillemets. Une déviance négative. Négative d'abord. Oui. C'est une redondance parce que toute déviance forcément est négative, mais nous avons dit, c'est par exemple la figure du voleur, c'est par exemple la figure du bandit, c'est par exemple la figure du criminel. Bref, comme nous avons dit, ce sont des gens dont les actes qu'ils posent mettent en péril la survie de la communauté. À côté de ça, entre mille guillemets encore une fois, parce qu'en principe c'est deux termes contradictoires, une déviance étant forcément frappée de négativité, mais la déviance positive, nous avons dit, elle est le fait de ces gens qui ne sont pas comme toi et moi, des êtres d'exception, qui sont capables d'anticiper, qui sont capables de vision. Bref, nous les avons appelés comment? Des gens qui innovent. On va dire simplement ce sont des novateurs. Et en tant qu'ils sont des novateurs, nous avons dit c'est par exemple la figure du héros, comme du prophète. Oui, très bien. La figure du prophète. Nous avons dit c'est par exemple en politique la figure du militant révolutionnaire. Et on a donné l'exemple de Nelson Mandela. De Nelson Mandela, Et on va arranger, mais tous les artistes, mais pas n'importe quel artiste, nous avons dit, voilà, les artistes et intellectuels engagés. Autrement dit, ces gens-là qui, dans leur œuvre, essaient de remettre en question les normes de la société et en même temps proposent, j'ai dit, de nouvelles perspectives, ouvrent de nouveaux champs d'évolution à leur propre société. Et d'ailleurs, comme les élèves aiment le dire, des Prométhées. Des Prométhées, très bien, pour rester fidèle à la Grèce antique. Et donc, ce sont des Prométhées parce qu'encore une fois, ces gens-là, ce sont eux qui empêchent la société de sombrer dans le piège de la sclérose, dans le piège de la fixité et de l'immobilisme, parce qu'ils sont porteurs de ce changement social. En dehors de la déviance, nous avons parlé de quoi? De la marginalité. Marginalité, oui. Nous avons dit également, distinguons deux formes de marginalité. Une marginalité voulue, consentie, c'est le fait de quelqu'un qui refuse de s'identifier, de s'approprier, de se soumettre et de reconnaître les normes du groupe et qui revendique un droit à la différence. Et donc, nous avons mis, par exemple, dans la figure des marginaux, nous avons mis, par exemple, les clochards. Nous avons mis certains groupes hétérosexuels, tels que les homosexuels, tels que les lesbiennes, etc. Ensuite, nous avons parlé, vous avez parlé de quoi? De l'originalité, je crois. Oui, de l'originalité. De l'originalité.
Bon, l'originalité, comment elle s'exprime? Elle s'exprime essentiellement en termes de recherche de la différence. Cette originalité fait qu'il y a chez cet individu un culte des particularismes. Mais il faut montrer qu'elle se manifeste surtout dans la figure de l'artiste. Parce que l'artiste est quelqu'un qui, au plan du langage, au plan de la gestuelle, au plan de l'habillement, bref, au plan du comportement, est quelqu'un qui cultive les particularités et même souvent il est dans les excentricités. Ça veut dire encore une fois qu'il se fait distinguer dans sa façon d'être. Ensuite, vous avez parlé. Oui, on va finir avec la folie. Oui. Une notion qui mérite d'abord la théorie avant la pratique. Oui. C'est extrêmement important, ce terme-là. Comment apprécier la folie si on n'est pas fou? Comment l'apprécier si on n'est pas fou? C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on se demanderait, vous avez parfaitement raison, Pape, mais qu'est-ce que la folie elle-même? Parce que généralement, c'est Nietzsche qui disait un peu dans votre sens que la folie n'est que l'expression d'un rapport de force. Ça veut dire quoi? Que si les fous étaient plus nombreux, c'est eux qui seraient normaux et c'est toi et moi qui serions fous. Et ça veut dire clairement que dans l'esprit de Nietzsche, le fou, ce n'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Et Nietzsche dit, c'est ça qui fait un peu l'utilité et la positivité sociale de la folie. Ça veut dire quoi? En disant que le fou, ce n'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Ça veut dire quoi? Comme l'autre est fou et que moi, je ne suis pas comme lui, je suis rassuré quant à ma propre non-folie. Mais attention, c'est quelqu'un également qui s'appelle Michel Foucault, dans un ouvrage qui s'appelle « Histoire de la folie à l'âge classique ». Il disait, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas en enfermant son voisin que l'on se convainc de son propre bon sens. Et lorsque Michel Foucault disait, ce n'est pas en enfermant son voisin que l'on se convainc soi-même de son propre bon sens, ça veut dire quoi? Que la folie de l'autre n'est jamais une certitude quant à ma non-folie moi-même. Maintenant, pourquoi nous parlons de folie ici dans individu, société et normes? C'est une manière de montrer que la folie n'est pas un fait individuel, que la folie est éminemment une manifestation sociale. Et dire de la folie qu'elle est éminemment une manifestation sociale, c'est une manière de dire, je ne sais pas comment le formuler, mais que le fou, en tout cas, il est d'abord et avant tout le fou de sa propre société. Et dire du fou qu'il est d'abord et avant tout le fou de sa propre société, c'est une manière de dire au fond que c'est quelqu'un qui est devenu étranger. Étranger à quoi? Aux normes d'un groupe social bien déterminé. C'est pourquoi vous connaissez cette fameuse formule consistant à dire, écoutez, le fou, il a tout perdu sauf la raison. Et dire que le fou a tout perdu sauf la raison, si je devais parodier le général de Gaulle, ça reviendrait à dire, le fou a perdu une raison. Quelle est la raison qu'il a perdue? C'est la raison sociale, mais il y a une raison qu'il n'a pas perdue, c'est la sienne à titre individuel. Et donc, c'est une manière également de montrer que, attention, ça justifie d'ailleurs la prudence des philosophes, que la folie n'est pas universalisable dans ses critères et dans ses modes de manifestation. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas lister en disant tel et tel type d'attitude ou de comportement, quand quelqu'un les a, on peut le verser dans le registre de la folie. Non. Pourquoi? Parce que tu le sais très bien, telle attitude relevant ici de la folie, retransférée dans une autre ambiance sociale et culturelle, cette même attitude peut ne pas relever de la folie, mais peut absolument relever de la normalité. D'où, comme j'ai dit, la méfiance, la suspicion que les philosophes fréquemment ont à l'égard de cette notion de folie. Nous avons parlé de Nietzsche, quelqu'un qui lui-même était considéré à la limite comme un fou. Mais qu'est-ce que Nietzsche nous enseigne par rapport à cette notion de folie? De manière assez paradoxale et bizarre, il dit, écoutez, la folie, elle est toujours symptomatique d'un génie. Ça veut dire quoi? Que la folie de quelqu'un n'est que le déguisement, le masque derrière lequel se cache une intelligence supérieure. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des vérités, selon Nietzsche, qui sont tellement profondes, quand quelqu'un les a percées, a découvert leur mystère, il ne peut plus avoir aux yeux de la foule l'apparence d'un individu normal. Et Nietzsche dit, en réalité, qu'est-ce que la folie? Elle est l'indice d'un excès de savoir. C'est quelqu'un qui en sait trop et qui est dépositaire, mais d'un savoir, et cette fois-ci, d'un savoir fatal. Même méfiance, si je devais l'illustrer, non seulement Nietzsche, mais celui qui me viendrait à l'esprit, oui, Blaise Pascal. C'est Pascal qui dit, oui, en fait, la folie, elle est très relative. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de frontière nette entre folie et non-folie. Pourquoi? Parce que Pascal dit, d'un moment à un autre de la journée, nous tous, vous, moi, comme tous les hommes, nous franchissons le pas allègrement de la folie à la non-folie, de la non-folie à la folie. Et il dit un peu en se moquant de Descartes, parce que c'est Descartes qui, dans la première phrase célèbre du discours de la méthode, que tu connais très bien, disait, au fond, le bon sens
c'est-à-dire la raison, est la chose du monde la mieux partagée. Dans l'esprit de Pascal, c'est comme s'il disait, Descartes, vous avez tout fou. Ce n'est pas la raison qui mène le monde. Et Pascal dit, mais écoutez, si les hommes n'obéissaient qu'à leur raison, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire au fond, mais que c'est la folie qui règne le monde. Et comme Pascal dirait au fond, mais vive la folie. Parce qu'il enseigne quoi? Que les grandes découvertes, les plus grands franchis parlementaires, dans tous les domaines, dans l'art, dans la science, dans la philosophie, bref, toutes les évolutions majeures de l'humanité ont été portés non pas par des gens comme vous et moi, normaux, entre guillemets, mangeant leur tchéboudoun et buvant leurs trois normaux, non, mais étaient portés, en tout cas,